Yeah, man. Black International Repatriation, and for no man. And Naughty Dread Magazine, third anniversary of Turbulence to the Future representing, you said. To the fullest, Holy Man will I Selassie I Jah, Rastafari. Kick it well without hesitation, music is my occupation, you said. More life, more less. Easy and calm, Naughty Dread the Magazine, burning them up. Le reggae est venu quand j'étais ado, tout simplement en découvrant les disques, en tombant. Ma sœur écoutait du reggae à une époque, elle était plus âgée que moi, donc j'en entendais un peu comme ça d'une oreille et j'avais plutôt tendance à en rigoler avec mon père, parce qu'il en était plus rock. Et puis au fil du temps, voilà, j'ai pris la sonorité m'a capté. Et puis quelques années plus tard, je me rappelle, j'avais commencé un peu à accrocher et puis je suis tombé par hasard sur un disque de Gregory Isaacs, qui était les collections Frontline. Et ça m'a carrément illuminé. Je me suis dit, en écoutant la voix du mec, que j'ai vraiment adoré, en écoutant la musique et aussi en écoutant les paroles, je me suis fait, c'est pas possible qu'un mec comme ça arrive à une telle maturité de matériel sans qu'il y ait derrière tout un monde. Et j'ai pressenti le monde du reggae comme ça. À partir de là, j'ai commencé à creuser et depuis, j'ai pas arrêté, quoi. Le magazine Naughty Dread est sorti professionnellement en 2000 et il a duré jusqu'à 2010. Mais au départ, c'était un fanzine. Au tout début, c'est combiner deux passions, l'écriture et le reggae, écrire sur le reggae. Et j'ai commencé en faisant des photocopies, toutes bêtes, pour traduire des paroles, notamment pour mon beau-frère qui à l'époque, voilà, moi je parlais plutôt bien anglais et lui non. Et pour qu'on puisse partager sur les chansons, je commençais à lui traduire les paroles. Au début, c'était un peu l'idée, et puis rapidement, le fanzine a évolué. Au bout de 2-3 numéros, je me suis mis à l'imprimer en noir et blanc. Là, ça commence à devenir un peu plus... Parce que rapidement, j'ai eu un souci d'esthétique. Et les photos photocopiées, c'était moche, parce que ça ressortait tout noir. Donc c'était, surtout pour les Jamaïcains, ça rendait pas terrible. Et donc, j'ai commencé à chaque fois à creuser le sens et la présentation. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à croiser des artistes. Voilà, je me rappellerai un jour, j'ai passé un coup de fil à une maison de disques que je ne connaissais pas. Et les gars au téléphone m'ont dit, bah écoute, Culture est à Paris dans 3 jours, est-ce que tu veux les voir pour une interview, quoi. J'ai halluciné, je dis, on peut voir Culture pour une interview à Paris. Donc ça a commencé là, et en allant à l'interview, j'ai croisé un ou deux journalistes de l'époque, dont Stéphane Faure, qui s'occupait d'un magazine qui s'appelait Radical à l'époque, et qui s'occupait de la partie reggae de Radical, qui était un truc hip-hop, et qui m'a proposé au bout d'un moment de bosser avec lui, ce qui m'a appris aussi les ficelles un peu plus professionnelles du truc. Et puis voilà, en 2000, maintenant ça me prenait beaucoup trop de temps dans ma vie, il fallait que ça devienne un gagne-pain ou que ça s'arrête. On a tenté l'aventure professionnelle, ça a marché, ça a duré 10 ans, et après ça a évolué en maison d'édition que je dirige actuellement. J'ai laissé tomber le côté magazine, chronique, machin, news, parce que ça j'en pouvais plus, et je me concentre maintenant sur les bouquins qui me permettent vraiment de creuser de plus en plus des sujets qui me tiennent à cœur. Justement, j'ai décidé d'arrêter justement parce qu'il y a Tarrus Riley en couverture. Tarrus Riley s'imposait en couverture à l'époque. Naughty Dread était un magazine de reggae jamaïcain. Moi j'étais en Jamaïque sans arrêt, on parlait quasiment pas de reggae francophone parce que c'était pas le cœur de la passion du truc. Et en Jamaïque, le type qu'il fallait mettre en couverture à l'époque, c'était Tarrus Riley. Mais moi, Tarrus Riley, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas les artistes que j'ai envie de mettre en couverture de mon magazine. Ça m'intéressait pas ce qu'il chantait, le son ne m'intéressait plus, ce qui se faisait. Et puis, personnellement, je devais être aussi un peu fatigué de toutes ces chroniques, de toutes ces écoutes de disques, finalement un peu, au bout d'un moment, lassantes. Et voilà, je perdais la flamme, je perdais de vue le cœur de ce qui m'intéressait dans cette musique, dans ce pays. À un moment, j'ai même pensé à arrêter complètement de parler de reggae. Ça n'a pas duré longtemps, ça m'a vite repris. Mais voilà, il fallait retrouver, régénérer la passion, la flamme du truc pour ressentir vraiment à nouveau et faire quelque chose de qualité. Avant de faire quelque chose de pourri, j'ai préféré arrêter. Elle a commencé à l'époque du magazine. Le premier qui est sorti, c'était l'histoire de la Jamaïque, qui est la première histoire sur l'île écrite en français depuis 1750. Enfin, écrite en français, c'est la première au monde, et publiée en français, c'est celle d'avant, remontée à 1751, parce qu'à l'époque, comme il y avait Saint-Domingue à Haïti, ce que faisaient les Jamaïcains intéressait beaucoup les Français. Depuis, ça n'intéresse plus grand monde en général, donc il n'y a pas trop de livres dessus, et ce manque
historique m'a frappé, parce qu'à force d'aller en Jamaïque, moi je croisais des endroits historiques, c'est des statues, des forts. Et un jour j'ai déconné, je me baladais sur Rockfort, qu'on connaît dans le reggae pour Rockfort Rock. Donc moi ça me faisait marrer d'aller là, et je visite le fort. Et puis je courais au-dessus, et puis je connaissais pas bien l'histoire, et puis en rentrant je me renseigne, et je me rends compte qu'en fait ce fort a été bâti en 1693 pour empêcher l'invasion française en Jamaïque, des Français de Saint-Domingue, quoi, d'Haïti. Je me suis dit, oh, vache, en tant que Français, me balader sur ce fort-là, à quelques, 200-300 ans d'écart, je me faisais descendre direct, quoi. Et ça m'a choqué de me dire que sur le coup, je m'étais pas bien rendu compte d'où j'étais. Je me suis dit, bah, bon, faut remédier à ça, on va creuser un petit peu. Donc le bouquin est sorti en 2009. Donc le magazine avait encore cours. On a même sorti la traduction de Born Fided de Larry Against à l'époque du magazine. Donc la maison d'édition était déjà en gestation. Et puis après, quand le magazine s'est arrêté, moi je me suis concentré dessus et donc je m'occupe que de ça aujourd'hui. C'est toujours pareil, c'est moi comme je suis libre et que je fais ce que je veux, c'est la passion, et surtout moi je veux surtout faire des choses qui n'ont pas été faites. Ça m'intéresse pas de revoir encore la même histoire personnellement. Je pourrais en 25 ans écrire le même livre depuis 25 ans. Hein. Oui, le reggae, le ska, et puis Rocksteady, 66, 68, le reggae, 70, machin, 73, Channel One. Ça, je connais ça par cœur, c'est très bien. On en apprend toujours, parce que là, je viens de sortir un livre sur Tubby, sur King Tubby, et je me rends compte, en fait, en creusant l'histoire de King Tubby, que finalement, il y a plein de choses que je connaissais pas, il y a encore plein de choses que je connais pas, mais par contre, il me faut toujours à chaque fois un angle nouveau, et puis aussi, surtout, quelque chose qui n'ait jamais été fait avant, quoi. Il faut que ça apporte quelque chose. Sinon, c'est pas, j'ai pas envie de refaire ce qui a été fait. Et ensuite, c'est des coups de cœur. Un livre qui me paraît passionnant, j'ai envie de le sortir. Un livre que j'ai envie d'écrire, que j'ai envie de traduire. Quelque chose qui aille toujours plus loin dans la découverte du reggae et de la Jamaïque, en fait. D'accord. Tout dépend, franchement tout dépend, c'est un travail mixte entre, moi j'aime le terrain, c'est-à-dire moi si je parle du reggae il faut que j'aille en Jamaïque sinon j'en parle pas, parce que c'est tout simplement pas professionnel de faire un truc sur la musique jamaïcaine sans aller en Jamaïque, ça me paraît inconcevable dans ma conception des choses de journaliste et d'auteur. Par contre, il y a un énorme travail aussi d'archives, de recherche, de lecture. Voilà. Il y a une grosse partie orale, puisque la Jamaïque, il y a une grande tradition orale. Et il faut aller voir les gens pour dire ce qui s'est passé, recouper ça. Mais il y a quand même des choses écrites qui existent et qui sont quand même très bien faites. Et une fois qu'on a les sources, il faut combiner les deux, quoi. Après, le truc qui te fait, tiens, je vais faire un livre là-dessus. Le street art, c'est un truc dont je rêvais depuis des années, parce que j'ai toujours adoré ces fresques, et puis un jour, je me suis dit, attends, il n'y a pas de bouquin dessus, quoi. Il n'y a rien, quoi. Et je prenais mes photos Natty Dread, et à chaque fois, j'avais pris plein de photos de street art, et je me suis dit, c'est quand même con, quoi. Donc quand j'ai eu l'opportunité, voilà, quoi. J'ai décidé de faire ça en Jamaïque, et de sortir le bouquin. C'est des trucs qui viennent naturellement. Biographie de King Tubby était compliqué à mettre en place, ça touche à plein de choses étranges auxquelles je ne m'attendais pas. Il y a quelque chose de pas net dans l'histoire de King Tubby parce qu'il s'est fait assassiner en 1989, on ne sait pas vraiment par qui, on soupçonne quand même, les gens qui sont un peu dans le milieu soupçonnent que le meurtre a été commandité. Alors on n'a pas de preuves, des noms circulent mais on ne peut pas les donner. Il y a quelque chose de pas net. Et du coup, c'est très difficile de travailler. Beaucoup de gens refusent de parler, ne veulent pas d'ennui. Ça a été compliqué. Au départ, ce n'était pas mon projet. C'est un passionné qui m'a contacté, qui disait « Ça fait 30 ans que King Tubby est mort en 2019. J'aimerais qu'on monte un truc ensemble. Faisons un festival, une tournée, machin, etc. Et j'aimerais que toi, tu fasses un livre sur sa vie. Est-ce que ça t'intéresse ?» Voilà, ça m'intéressait. Donc ça s'est fait, finalement le projet, ce qui reste du projet c'est que le livre, le projet ne s'est pas fait, mais le livre est là et du coup c'est la première biographie officielle parce qu'elle est faite en accord avec la famille, ce qui n'a pas été facile aussi, de King Tubby. King Tubby qui est quand même l'inventeur du dub, donc le père de toutes les musiques électroniques actuelles, donc un nom quasi juste au-dessous peut-être de Bob Marley dans l'importance de la musique pop en Jamaïque, quoi. C'est un mec... c'est extraordinaire ce qu'il a fait ce gars-là. Et ça a duré très peu de temps, c'est très peu documenté, il répondait à aucune interview, on n'a quasiment rien, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites sur lui. Plus l'omerta autour de sa mort, on crée comme ça une espèce de chape de plomb autour de son histoire qui explique que rien ne se soit fait avant.
Mais il y a du coup, je tombe sur un matériel exceptionnel, je tombe sur des photos des années 60 avec la première bouture de son système, enfin c'est exceptionnel. Vraiment, moi j'ai trouvé moi en tant qu'amateur et passionné de reggae, je suis tombé sur des trucs que j'ai jugés personnellement exceptionnels. Alors l'expo Jamaica Insula, elle est constituée en grande partie de clichés réalisés par moi-même en Jamaïque, entre 99 et parfois en France aussi, hein, mais la plupart en Jamaïque, entre 99 et 2018-19. Et c'est ma vision de la Jamaïque ou des artistes que j'ai croisés. Moi, j'essaye de rendre en photographe. Je suis un photographe autodidacte. J'ai pas suivi de cours. J'ai été obligé de faire des photos parce qu'à l'époque, on était plusieurs à en faire dans Natty Dread. Et puis, les gens n'avaient plus le temps, ils ont arrêté. Et à un moment, j'allais à des interviews et je pouvais pas repartir sans photo. Donc, il a fallu que je m'y mette. Mon père m'a beaucoup aidé parce que lui, c'était un très très bon photographe. Mais ça faisait des années qu'il n'avait rien fait. Il m'a filé son Minolta, je me rappelle. Et ça a commencé après. J'ai commencé à vraiment bien kiffer le truc. Mais moi, une bonne photo pour moi, c'est une photo comme Bertram Brown, comme Black Skin the Prophet. C'est quand je regarde la photo, je retrouve le mec à qui j'ai parlé. Voilà, parce que moi j'écoute les gens parler longtemps, comme toi là, tu vois, on fait des interviews et tu te rends compte dans la vie, même avec les gens que t'aimes, si tu fais l'expérience, que c'est rare, en dehors d'une rencontre professionnelle comme ça, il est rare d'écouter quelqu'un parler sans quasiment l'interrompre pendant comme ça 1 heure, parfois 2 heures avec les artistes. Les mecs racontent toute leur vie. C'est des moments rares parce qu'en fait, dans la vie avec tes potes, même avec tes parents, tes proches, tu fais pas ça parce que tu interviens, tu parles, tandis que là, tu es obligé d'écouter. Donc en fait, tu regardes le type et quand il parle, moi je sais pas, je regarde son visage, je regarde ses mains, j'écoute son ton, j'écoute ce qu'il me dit. Et petit à petit, il se dresse une image dans ma tête fantasmée et à la fin, je fais la photo, je sais quelle photo je veux. Et si je l'ai quand je rentre chez moi, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup d'argentique, si je l'ai quand je rentre chez moi, je sais que j'ai une bonne photo pour moi. Moi, je suis satisfait de mon boulot à partir de là. Je veux rendre compte de cette réalité de ces mecs-là. La Jamaïque est une fascination, je suis obsédé par ça. Moi, quand je suis là-bas, je vais prendre des photos à tous les coins de rue. Il y a une espèce d'esthétisme, parfois de la pauvreté, malheureusement, mais voilà, la Jamaïque, c'est un truc, il y a une photo à faire tous les coins de rue. Les mecs ont des gueules pas possibles, l'espace des trucs. Donc, quand j'arrive à rendre ça, je suis content. Et c'est ce que, j'espère, rend l'exposition Jamaica Insula, tout en rendant hommage. La plupart sont des artistes, donc des gens que j'ai croisés, interviewés et qui m'ont marqué. Il y a une autre partie aussi, parce que moi j'aime la Jamaïque, j'ai appris à aimer la Jamaïque au-delà du reggae. Au départ, je m'intéressais qu'au reggae. Donc au-delà des pochettes de disques originales, tu vas trouver aussi des disques, alors le premier label de Bob Marley, le Zippo de Bob Marley, des trucs, des 45 tours de labels un peu rares, etc. Et mon deuxième amour, qui sont les cartes anciennes de l'île de Jamaïque, remontées au XVIIe siècle, et qui sont aussi exposées, qui font partie de l'exposition. L'idée, c'est de présenter le visage de la Jamaïque, restreint, on est dans le médiathèque, on ne peut pas faire non plus, mais donner un avant-goût, et j'espère retranscrire un peu de cette passion, montrer aux gens que c'est intéressant. La conférence, c'est la suite logique de ce que je faisais au magazine, c'est-à-dire transmettre, tout simplement, m'exprimer sur ce truc-là. Moi, j'ai eu la chance, par mon parcours, de pouvoir aller de nombreuses fois en Jamaïque, donc de capter une certaine réalité, en tous les cas ma vision de la Jamaïque. Et puis, avec les livres que je fais, c'est un moyen de transmettre en live des choses sur la Jamaïque. On se rend compte que les conférences commencent à se répandre, il y en a de plus en plus, les conférences sur le reggae. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'il faut sortir un peu le reggae aussi de son cadre. C'est bien qu'il soit dans la rue, le reggae reste une musique de la rue, mais il est bien aussi que ça sorte et puis que ce soit un peu, qu'on mette un peu des dorures sur le reggae. Voilà, il est temps qu'on le fasse pour qu'on fasse comprendre aux gens aussi que cette musique a une valeur et qu'elle a une valeur humaine, mais qu'elle a aussi une valeur tout court, quoi. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. C'est très bien. C'est très bien parce que ça permet de dire 2-3 conneries. Ça a permis aux journaux de nous dire « Ah super, le reggae, Bob Marley, on en a reparlé ». Et puis, encore une fois, ça œuvre de cette démarche de reconnaissance. En Jamaïque, commence à se réveiller, les gars, disent « Ah, on a une culture, les gars, on va peut-être en faire quelque chose ». Et ça prend, ça marche. Et ça fait longtemps qu'ils auraient dû le faire. Bon, pour des raisons X et Y, ils n'avaient pas les moyens de le faire et ils le font. Et c'est très bien. Mais personnellement, voilà, j'ai pas ouvert le champagne quand le reggae est passé à l'UNESCO. C'est très bien. Voilà.
More light, more lifestyle. Easy and calm. Not to dread the mag. La Jamaïque vit, comme j'écris souvent dans mes bouquins, elle vit à l'impératif présent. La Jamaïque, c'est un pays du tiers-monde, il y a 1500 meurtres par an, c'est un des pays les plus dangereux au monde, il faut survivre, il faut gagner ta vie. Dans ces conditions-là, la majeure partie des gens n'ont autre chose à faire que de s'intéresser à ce qui s'est passé il y a 40 ans. Oui, les gamins de 20 ans ne connaissent pas Garnet Silk, non, ils ne connaissent pas Dennis Brown quasiment. Ils connaissent les chansons parce qu'ils grandissent en toile de fond, mais ils ne connaissent pas les mecs, quoi. Ils connaissent pas Horace Andy, enfin c'est un truc de dingue. Pour nous, c'est un truc de dingue, mais eux, c'est leur vie, quoi. Eux, le dancehall aujourd'hui, c'est le dancehall en Jamaïque, parce que la musique en Jamaïque, c'est pas un truc que tu mets au mur. C'est un truc que tu vis tous les jours. Et si elle ne parle pas de ce que tu vis, elle n'intéresse pas les Jamaïcains. C'est pas plus bête que ça, quoi. Si ça ne parle pas d'eux, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc ce qui parle de la vraie réalité jamaïcaine aujourd'hui, c'est le dancehall. Et c'est pas le reggae, et c'est pas tous ces trucs, toutes ces tirades un peu aujourd'hui, chez certains artistes, un petit peu devenus un petit peu plastiques sur Rastafari, One Love. Ça n'a plus vraiment de sens parce que l'amour prêché à l'époque, dans les années 70, c'était un amour fraternel pour empêcher les guerres tribales. Donc c'était pas du tout un truc, alors évidemment il y en a qui allaient un peu au-delà, mais c'était pas un truc genre hippie. Donc aujourd'hui quand tu t'entends les mecs One Love, 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 bon, ils vendent un peu de l'amour à la criée de temps en temps, tu vois, c'est un peu, ça manque, c'est pas que ce soit malhonnête, mais ça manque un peu de profondeur, quoi. D'ailleurs les jeunes jamaïcains n'accrochent pas, quoi, parce qu'ils sont, tu vois, et le renouveau Roots, ça a été un renouveau des quartiers un peu uptown, un peu plus éduqués, qui se sont appuyés sur leur propre code culturel, et ça c'est super intéressant, pour créer un truc moderne et qu'on parlait aux jeunesses occidentales. Mais pas aux Jamaïcains, quoi. Bon, Chronique, il est connu, mais c'est pas la star des dancehall, quoi. La star des dancehall, c'est Vybz Kartel qui est en prison pour 100 meurtres. Voilà, c'est ça les stars de Jamaïque. C'est Buju Banton qui sort de 10 ans de prison pour trafic de coke. Ça, c'est les stars actuelles de la Jamaïque. More light, more lifestyle. Easy and calm. Not to dread the mag. Oui, je me rappelle parfaitement mon premier voyage en Jamaïque en 1999. J'avais encore le fanzine, donc j'étais pas professionnel. Ça faisait des années que je faisais mon fanzine en attendant d'aller en Jamaïque, en espérant aller en Jamaïque. Et je voulais pas payer mon voyage, je voulais aller en Jamaïque pour une raison professionnelle. Et un jour, le coup de fil de tant espéré est arrivé sur mon répondeur. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Il y a un voyage en Jamaïque à la clé, rappelle-moi. Et je suis allé en Jamaïque pour rencontrer toutes Sunday Metals, qui sortait une espèce de compil un peu bidon. Qui n'était pas hyper intéressante, mais bon, déjà c'était toutes. Moi, c'était un de mes héros aussi, que j'avais jamais rencontré. Et puis, c'était l'occasion d'aller en Jamaïque, voilà, de découvrir un peu ce que j'avais fantasmé toutes ces années. Et je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel, j'ai eu 10 fois plus que ce que je voulais obtenir, et pas exactement là où je l'attendais, parce qu'au-delà de types comme Black Skin de Prophet, que j'ai voulu revoir dès 1999, qui avait quand même 3 singles à l'époque, mais que j'ai réussi à retrouver, j'ai été embrinqué dans le mouvement justement roots moderne, parce que bon, moi, Capleton à l'époque, c'était un artiste que j'aimais bien, mais je le trouvais un petit peu, voilà, il y avait plein de polémiques sur lui, sur ses paroles, il avait une mauvaise image un peu en Europe, et puis c'était pas ce que je préférais techniquement, moi je préférais Sizzla. Et puis un jour j'étais en Jamaïque, donc dans un studio d'Uplet où tous les artistes passent, et je vois un groupe de mecs, ils étaient une vingtaine, agglutiné sur un gars, tu vois, qui sortait du studio qui venait d'enregistrer, et c'était clairement, il se passait un truc, et c'était Capleton. Donc je suis allé voir Capleton au milieu de tout le monde, je lui ai dit ah, j'ai un magazine, un fanzine, est-ce qu'on peut. Il m'a fait ah, toi c'est bon toi. Je suis ah merde, bon. Je me fais jeter, ok, tant pis, c'est pas grave. Et en fait c'était bon, non, mais le mec avec qui j'étais, un Jamaïcain, est venu me voir, il me fait non, c'est bon, moi Capleton je le connais, je lui ai parlé il y a 10 minutes, il nous attend demain chez lui, quoi. Donc c'est bon, t'as ton interview. Je suis ah, sympa Capleton. Et quand je suis arrivé à la David House, les mecs ils m'ont fait le grand jeu. Ça a été, voilà, déjà David House, c'était à Papine, donc c'est un truc, c'est tu descends un peu le long, il y a plein d'arbres, t'arrives là-bas, t'as la fresque de Bala qui explose de couleurs avec tous les personnages, Haile Selassie, Marcus Garvey, Sizzla, etc. Et puis tu rentres là-dedans, il y avait une trentaine de mecs, tous plus ou moins des rastas avec des gueules, soit de prêtres, soit d'assassins. Et les mecs ils me font tout de suite, ouais, vite tes poches, fous tout sur la table. Ils font exprès de te créer un stress. Je m'exécute, et en fait c'était l'heure de la prière. Alors, il se tourne vers l'est, j'imagine, et le plus jeune mène la prière. Alors tu sais, c'était des trucs, ça partait un peu. And I walk in the valley of the shadow of death. Et puis tous les mecs reprenaient en cœur, I feel no evil, etc. Puis ça monte comme ça, tu vois. Et puis à la fin, ça part carrément, ça se termine, et puis Capleton qui était là, que j'avais pas vu, lui commence à partir, le truc. Ouais, mais fais le fire, mais c'est. More fire. Et là, c'est des 20, 30 ballons qui reprenaient comme ça. More fire. Tu as un truc absolument, tu vois.
pire que Rockers x10, quoi. Donc je me retrouve là-dedans, et puis je fais des photos, la fameuse photo de David House qui est exposée dans l'escalier. Et retour en France, je passe à la couleur exprès pour pouvoir sortir cette photo. Je me dis, c'est pas possible, il me faut une double page couleur dans le magazine, dans le fanzine, donc c'est la première fois que je passe à la couleur, donc ça me coûte cher. Je crois qu'il n'y a pas un magasin en France et en Angleterre qui n'a pas affiché cette photo sur le mur. Ça a décollé les gens. Voilà, ça a été vraiment une des premières ouvertures de Natty Dread. Ça a vraiment explosé suite à ce voyage. Et puis quand je suis revenu, voilà, j'ai compris que il fallait que ça fasse partie de ma vie, quoi. Cet univers, il fallait qu'il fasse partie de ma vie. Moi, je ne veux pas faire partie de cet univers parce que je suis pas Capleton, je ne suis pas comme ces gens-là. Ce qu'ils vivent m'intéresse, mais en témoignage. J'ai pas envie de vivre ce qu'ils vivent. Je suis pas leur ami. Je suis même pas vraiment groupie. J'ai jamais vraiment eu ça dans le sang. Moi, j'aime bien rencontrer mes artistes, ça me fait plaisir. Je suis touché, etc. Mais si j'ai pris une photo avec Burning Spear, c'est tout, quoi. Parce que bon, c'est Spear. Mais bon, au-delà de ça, voilà, je suis pas très groupie. Donc j'ai vraiment ce recul journalistique dès le départ, quoi, qui me. Mais par contre, voilà, j'adore. C'est un univers où je me sens bien, quoi. Ça dépend des personnes, ça dépend du projet. La plupart du temps, parfois il faut savoir jongler un peu avec leurs exigences, il faut savoir te vendre. Bon, à l'époque du magazine, c'était facile parce que j'arrivais avec Natty Dread, ils ouvraient, et puis ils feuilletaient le magazine et ils connaissaient tout le monde. Il y avait 99% de Jamaïcains, donc les mecs ils se disaient, putain, c'est un vrai magazine qui va parler de moi, quoi. Donc tout de suite ils voulaient en être. Moi, je sais que Sizzla, au départ, voulait pas trop me parler. À l'époque où en 2005-2006, il avait parlé à personne depuis 6 ans. Tout le monde voulait entendre parler de Sizzla. Je déboule chez lui à Judgment Yard et il voulait pas me parler, clairement. Je dis, de toute façon, il n'aime pas parler. Puis en plus, voilà. Et ses potes ont commencé à feuilleter un magazine et ils sont tombés sur la photo de David House. Et tout à coup, Sizzla a regardé, il a changé de gueule. Et il m'a regardé, il m'a fait, tu veux faire des photos, fais des photos. Et c'est devenu pendant un quart d'heure un orage. Il fallait faire 10 000 photos, ils voulaient tous s'asseoir, shooter, machin. Donc tu vois, ça avait ce truc-là. Ensuite, tout dépend qui tu vas voir. Quand tu vas voir Sizzla et qui est très sollicité, forcément, tu n'as pas le même accueil que quand tu vas voir Omar Wright, le street artist qui a fait la peinture du Saint Ball qui est sur la couverture du bouquin sur street art. Lui, à un moment, je parlais avec lui et il me dit, mais je vais le rencontrer, donc on discute, un gars super sympa, hyper simple. Il me dit, mais comment tu as eu mon numéro de téléphone? Je dis, bah, mon pote, tu l'écris sur tous tes dessins, quoi. En bas, tu mets ton nom, tu mets ton numéro de téléphone. J'ai appelé, quoi. Ah ouais, il me fait. J'ai fait, bah, t'es étonné, j'ai fait des coups de fil comme ça, tu dois recevoir, quoi, si tu mets ton numéro. Il me dit, mais en fait, ton coup de fil, je l'ai attendu toute ma vie. Parce que personne ne l'avait appelé pour lui dire, écoute, il y a de l'art là-dedans. Pas simplement, viens peindre une cuisse de poulet sur mon restaurant, mais il y a autre chose dans ce que tu fais. Et lui, il attend ça, il a bientôt 40 ans, et il attend cette reconnaissance comme t'attends la pluie après la sécheresse, quoi. C'est-à-dire que ces mecs-là se meurent et ils se battent seuls dans un environnement extrêmement aride, qui n'est pas du tout focalisé sur l'art. Enfin, tout le monde veut un truc peint, ils sont respectés, mais personne n'a de quoi payer, personne ne va exposer les mecs du ghetto parce qu'ils estiment que c'est du sous-art, parce qu'ils n'ont pas forcément les qualités techniques de gens qui ont suivi des cours au Endamon College. Donc il y a tout ce... Voilà, moi c'est justement tout ce qui me touche au plus profond dans cet art, c'est de trouver un petit dessin, parfois mal fait, mais au cœur d'un quartier où tu ne voudrais pas balader tes enfants, quoi. Et ces mecs-là vivent là tous les jours parce qu'ils n'ont pas le choix. Et le mec, au lieu de... je sais pas, il dessine un truc sur un mur, quoi. Pour moi, c'est une porte vers l'espoir, je sais pas, pour moi, c'est l'art dans sa plus pure définition. Voilà, transcender les misères humaines et se dire qu'on vaut quelque chose. Au-delà de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut être, quand on se bat même nous-mêmes avec nos propres démons ou par rapport à l'extérieur, il y a quelque chose qui nous attire vers le haut. C'est ces mecs-là. Donc eux, quand tu vas les voir, forcément, ils sont contents de te voir. Parce que c'est une opportunité, peut-être. Et d'ailleurs, il y a plusieurs que je suis allé voir et qui vont participer à l'exposition Jamaica là, qui va se tenir en Jamaïque en décembre. Et après, suite à l'apparition du livre, le type qui fait l'exposition est allé en trouver plusieurs qui vont travailler avec lui. Donc ça marche. C'est long, c'est pas sûr du tout, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est des petits projets parfois. Mais voilà, ça marche. Moi, si je peux offrir ne serait-ce que de la reconnaissance à des mecs comme ça, je trouve que ça vaut le coup, quoi. Des livres.
Des livres. Non, ouais, il y a plein de projets. Après, les idées ne manquent pas. Parfois, c'est le pétrole qui manque. Il faut, ouais, c'est le plus gros problème. Il faut, et puis il faut discerner. Il faut, nous, on a des gros problèmes de distribution parce qu'on est en autodistribution et que pour passer à un stade vraiment supérieur, il nous faudrait une distribution. Mais tout ce qui existe actuellement en France n'est absolument pas intéressant pour nous. Donc, on est bien mieux en autodistrib. Mais malgré tout, voilà, on cherche encore à se positionner en tant qu'éditeur. Je pense qu'il y a une place très intéressante à prendre. Je pense aussi qu'il y a une place à l'international à prendre. Mais tout ça prend du temps quand on n'a pas de pétrole. Donc il faut y aller pas à pas. C'est l'époque du fanzine, tu vois, c'est la même. Mais ça, tu sais pas où ça te mènera. Mais le chemin lui-même est plaisant. Donc pour l'instant, j'y suis engagé. J'ai pas l'intention pour l'instant ni faire demi-tour. Mes amis Rasta le prendraient très mal. Ni même de bifurquer à l'heure qu'il est. Donc voilà, les projets, il y en a plein. Il n'y en a pas un en particulier, il y a un autre livre là, qui est en train de germer, mais je vais voir. J'aimerais bien sortir un livre de quelqu'un d'autre un peu là pour la prochaine fois. Mais voilà, ouvert à tout ce qui peut Alors le mois de marin, non, c'est surtout. C'est pour sortir des livres étranges et étonnants. Moi, je suis un grand amateur de bouquins et je suis tombé au fil de mes lectures de plus en plus, un peu comme le reggae, de plus en plus pointu. Moi, je lis des trucs de plus en plus bizarres. Et je suis tombé sur des livres. Ça a commencé avec bon, c'était pas, on va dire avec Cartouche, on va dire. Voilà, c'est Cartouche, c'est le premier ennemi public numéro 1 de l'histoire de France. 1720, il a soi-disant mené la plus grande bande de truands de France. C'est très controversé, son histoire est fascinante, exceptionnelle, et l'écriture est magique. Et c'est un livre, encore une fois, qui, politiquement, a une place très à part, parce qu'il est sorti en 1789 ou 90, peut-être un peu plus tard, donc soit juste après la chute de la Bastille. Et c'est les révolutionnaires ont instrumentalisé Cartouche pour en faire un martyr de la Révolution, et surtout la victime des méchants puissants et des méchants riches, comme on a fait avec Mandrin, qui est un autre truand du XVIIIe siècle, parce qu'il combattait les impôts, donc c'était un mec bien. Tout ça rejoint un peu on peut même rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que ce sont des figures populaires qui sont comme ça aujourd'hui érigées. Tout le monde aime bien Cartouche. Bon, Cartouche, c'est un mec, un jour il a été dénoncé par un gars parce que la police menaçait de, je sais plus quoi, d'enfermer. Bon, le mec veut sauver son enfant et il dénonce Cartouche. Bon, voilà, il le balance. C'est ce qui arrive à les balances dans tous les pays, sous toutes les latitudes, à toutes les époques. Cartouche le retrouve, mais ils lui ont carrément ils l'ont carrément émasculé, ils lui ont mis ses parties génitales dans la bouche, ils lui ont ouvert le ventre, ils se sont lavé les mains dans le sang, ils lui ont accroché une affiche avec un couteau qu'ils ont planté dans la cuisse. Tu vois, voilà, Cartouche, sympa, mais s'il peut habiter un peu plus loin chez toi, c'est pas grave, quoi, tu vois. Et il a aidé son meilleur pote qui avait découpé sa maîtresse en morceaux, et il l'a aidé à la porter dans la Seine, pour l'acheter dans la Seine. Voilà, c'était des bad boys, quoi. C'était vraiment l'équivalent jamaïcain, mais en France. Donc tous ces trucs-là, voilà, c'est l'histoire, tu tires un fil, tu tombes sur des trucs de malade. Et puis le dernier en date, j'ai ressorti sur le mois de marin. Effectivement, là c'est sur Paris. C'est le premier journaliste, on va dire français, qui, encore une fois, a décrit Paris, mais encore une fois, et ça rejoint à nouveau le reggae, et ce niveau, moi, que j'aime, qui n'est pas le meilleur, mais qui est le mien, qui est celui de la rue. J'aime voir les choses de la perspective de la rue. Il n'y a pas de snobisme là-dedans, c'est parce que je comprends ce qu'on me raconte quand on me parle comme ça, je comprends, je m'accroche et ça me plaît. Et ce mec-là, et contrairement à ce qui se faisait à l'époque au XVIIIe siècle, quand on décrivait Paris, on allait décrire Notre-Dame, on allait décrire un pont, on allait décrire les beaux monuments, et on allait faire plaisir au roi. Et lui, ce mec-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est assis sur la borne, on dit. Alors la borne, tu sais, c'est des trucs que tu as au bord des chemins et qui te disent à 3 km de machin, et t'en as plein Paris, moi il y en a une juste en bas de chez moi aujourd'hui, t'es à 3 km de tel truc, donc c'est vraiment le truc, c'est naître sur la borne à l'époque du XVIIIe siècle, c'est vraiment, t'es né dans la rue, quoi. Et lui, il s'est assis là, il a raconté ce qu'il voyait de son point de vue. Il a raconté l'histoire des gens comme toi et moi, du boucher, du coiffeur, des pauvres qu'on allait enterrer, qu'on sortait de l'hôpital et qu'on allait enterrer en plein milieu de la nuit avec la mare, et c'était vraiment un chariot qui passait avec des mecs balancés là-dedans, des enfants, des femmes. Il a parlé des enfants abandonnés, qu'on abandonnait dans les églises, qui mouraient tous, la plupart, des hôpitaux, les gens dormaient dans leur merde, à 3 ou 4 par... Télérama l'a chroniqué, la nana, elle a dit que c'était abominablement passionnant. Je trouve ça assez bien trouvé, parce qu'ils sont forts à Télérama. J'ai trouvé ça vachement bien trouvé quand même, parce que c'est exactement ça. C'est à la fois fascinant, moi je te jure, j'ai failli pleurer quand j'ai lu ce livre, à plein de passages sur les enfants et tout ça. Tu te dis, mais putain, les mecs mouraient, tu m'étonnes qu'ils mouraient à 35 ans, tout tordus.
ils buvaient de l'eau de la Seine alors que les mecs qui avaient la courante, ils allaient se soulager sur les bords de Seine. On lâchait toute la merde dans l'eau et on buvait l'eau derrière, quoi. Ça pouvait pas durer. Enfin, à un moment, les gens mouraient dans d'atroces souffrances. Et tu te dis aussi, voilà, on a payé notre dû quand même. Tu vois, parce qu'on te dit aussi, ouais, le XVIIIe siècle, la France, des exploiteurs, des salopards. Mais il y avait le peuple. Et les gens en ont chié, quoi. Pour que toi, aujourd'hui, en France, tu sois là à Paris et que tu dises, ah, des crottes de chien, c'est pas bien. Hein. Il y a des gens qui ont vécu des choses dures, extrêmement dures. Et qui t'ont amené, toi, aujourd'hui, à vivre des choses peut-être un peu meilleures. Et donc, voilà, toute cette transmission, tout ce truc-là, moi, ça m'a fasciné. J'ai décidé de ressortir ce bouquin. Je l'ai un peu retravaillé parce qu'il faisait 8 volumes de 800 pages chacun. Et qu'il y avait quelques parties de style un peu difficiles à comprendre aujourd'hui. Donc, je l'ai rapetissé, mais ça reste du Louis-Sébastien Mercier, qui est un auteur historique que tous les historiens de France qui se respectent connaissent. Ça reste une source vraiment première pour tous les gens qui s'intéressent à Paris. Donc c'est pas du rigolo, c'est pas un rigolo le gars, et en même temps c'est carrément passionnant et ça se lit mieux qu'un roman. Ouais, je suis pas. Je vais pas te sortir le couplet du gars qui aime la rue et qui aime les pauvres. Tu vois, je suis même pas populaire, mais ce que je te dis, cette culture-là populaire. Moi, je viens un peu des deux, tu vois, j'ai les deux dans mon éducation. J'ai un côté populaire, mais j'ai un côté qui ne l'est pas. Et voilà, c'est mon binôme personnel, on va dire, enfin, ma structure personnelle. Mais moi, j'ai toujours été fasciné, quand j'étais jeune, j'étais fasciné par le baby-foot. Voilà, je pouvais passer 6 heures à jouer au baby-foot. Et c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. De voir la balle, on pouvait faire ça, faire une bande, aller pêcher, mais c'était un truc, pour moi, c'était miraculeux. Donc j'étais passionné par ces trucs-là. Voilà, et c'est ce niveau de vie que je cherche. Et en même temps, il faut réussir à t'élever de ce niveau de vie pour comprendre pourquoi il est là et comment il est structuré. Là, c'est ce moment-là où tu tombes un peu dans l'histoire, dans le socio-culturel. Si tu joues au baby-foot à 13 ans dans le 9-3, c'est pas par hasard. Tu vois, c'est Paris. C'est l'histoire de Paris. Tu viens de quelque part. Et tu vas quelque part, où on ne sait pas toujours d'où on vient non plus, mais tout ça n'est pas... voilà, tout ça doit faire sens. Voilà. Et si ça n'a pas de sens, c'est à toi d'en donner. Il t'appartient, personnellement, c'est mon point de vue, il m'appartient de donner du sens à la vie. Pas à la mienne, à la vie. Et c'est ma responsabilité d'être humain. Je ne veux pas vivre quelque chose qui n'a pas de sens. Même si peut-être c'est le cas. Pour moi, ça ne sera pas le cas. Et en ça, je comprends parfaitement les Rastas qui ont cette même vision de la vie un peu, on va dire un peu old school peut-être, un peu ouais, religieuse ou spirituelle, mais de se dire qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas remettre en question. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'interroger dessus, au contraire, mais tu ne peux pas les remettre en question. Parce que si tu remets ces choses en question, c'est ton noyau dur que tu scindes, et c'est la destruction. Donc il faut te battre, vraiment, pour ça. Moi, c'est un de mes moteurs, en tous les cas.